Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Le processus de règlement de succession peut s'avérer complexe et devenir un chemin rempli d'embûches. Les gestes posés dans les heures suivant le décès peuvent porter à conséquence et engendrer des responsabilités importantes pour les successibles. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par le groupe Mallette. Je suis accompagné de Jean-François Pelletier, qui est directeur principal, gestion stratégique des ressources humaines. Jean-François, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très bien, merci. Oui. Si on parle de taux d'inflation, non, ça va pas bien. Si on parle de taux d'intérêt, non, ça va pas bien. Non, oui, effectivement. Mais si on parle du reste, ouais. Si on reparle de la reprise économique, si on reparle, parce qu'il y a des signes encourageants, mais on va parler d'abord là, de ce qu'on a vécu, de la période pandémique là, qui a été épouvantable pour certains. Qui a été rough, effectivement, qui a été épouvantable. Je vais reprendre ton terme, c'est plus poli. Bien, épouvantable, c'est vraiment... Définitivement. Approprié. Pour des secteurs d'activité économique, ça a été vraiment épouvantable. On parle des restaurants qui ont été fermés. Fermé, par-dessus fermé, on vous rouvre, on ferme, on rouvre. Là, on joue avec les denrées, on joue avec des produits alimentaires. Donc, tes frigidaires sont pleins, on vous ferme vendredi. C'est de la perte nette directement. Donc, eux autres, effectivement, ils l'ont eu assez difficilement. Contrepartie, tu as des entreprises qui l'ont eu un petit peu moins difficile, des entreprises manufacturières qui étaient dans un créneau très spécifique là, où on avait besoin de leurs produits, ou du moins étaient capables d'adapter leur production pour les besoins pandémiques. Là. Ben, eux autres, je te dirais qu'il y a des entreprises qui ont fait l'embauche de personnel durant la période pandémique là, pour être capable de subvenir à leurs propres besoins. Donc, tu sais, l'État n'aime pas le vide. Là, donc, ça fait qu'il y en a pour certains qui ont perdu leur emploi, qui ont été capables de se relocaliser, pour certains qui étaient dans un secteur qui a été fermé, ont changé carrément de carrière. Donc, ça a amené un bouleversement total là, depuis les 2 dernières années là, au niveau de l'organisation du travail, puis surtout au niveau de la rémunération. Donc, si on parle d'argent aujourd'hui, là, je te dirais qu'il y en a qui l'ont eu et qui l'ont pas eu facile. Là. Puis encore là, il y a plein de négociations qui se font à l'heure actuelle, puis on voit les pourcentages qui sont demandés là, lors des négociations. Donc, il y a vraiment une correction qui se fait au niveau salarial. Bon, ton travail, c'est la gestion des ressources humaines. Ouais. Est-ce que ça a été un point positif, le télétravail? Parce que c'est ce qui a sauvé beaucoup d'entreprises. Les technologies permettaient, puis Dieu merci, là, parce que si c'était arrivé il y a 20-25 ans, les ordinateurs n'existaient pas ou pratiquement pas. Mais au niveau de la gestion des ressources humaines, là, travailler ou essayer de gérer une ressource humaine qui est à la maison à 3 000 de l'entreprise? Question de préparation, question d'encadrement. Donc, une entreprise qui partait de zéro, qui n'avait pas des technologies. On parle de Teams ou on parle de Zoom ou ces logiciels-là qui nous permettaient d'être capables de converser ensemble. Pour les entreprises qui n'avaient absolument rien, la marche a été haute à monter. Donc, il a fallu la monter rapidement, puis elle était quand même assez élevée. Pour des entreprises qui avaient commencé à intégrer ces nouvelles technologies-là, je te dirais que ça a été probablement une bouée de sauvetage pour le début, parce que souviens-toi, quand on a appris que on retourne chez nous après-midi, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va rentrer, le niveau de stress que ça a pu occasionner. Donc, les entreprises qui avaient déjà ces technologies-là ont été capables de justement faire un plan d'intervention, dire, à partir de maintenant, voici, c'est comme ça qu'on va procéder, on se prend une semaine pour être capable de planifier, puis on se lance. Je te dirais, chez nous, chez Mallette, on avait justement Teams, on avait ça dans nos systèmes, ça faisait déjà quelques mois qu'on l'avait, mais on ne l'utilisait pas. Ça sert à quoi? Si je veux aller parler à quelqu'un, je vais me lever de mon bureau puis je vais aller le rencontrer. Aujourd'hui, ça a changé la dynamique complètement. Tu demandais tantôt, est-ce que le télétravail, ça l'a amené quelque chose de positif? Je te dirais oui et non. Oui, dans le sens où une entreprise pourrait offrir à ses employés un avantage, justement, de travailler à la maison. Pour certains, c'est merveilleux. Là. Donc, l'environnement de travail est propice. Ils ont un espace bureau dans leur... Pas besoin de sortir, pas besoin de t'habiller, pas besoin de prendre la voiture. Pas besoin de s'habiller, je te dirais, c'est une bonne procédure à ne pas perdre. Parce que... Oui, mais tu sais,
Tu n'es pas obligé de mettre le veston. Effectivement. Un peu plus décontracté, là. Effectivement, on est capable de s'habiller plus léger. C'est sûr qu'il y a des avantages, mais il n'y a pas un danger de tomber dans... Bien, l'autre côté, effectivement, pour l'avoir pratiqué à 5 jours semaine, écoute, j'ai été travailleur autonome pendant 8 ans. Quand je suis arrivé chez Mallette, ce que j'aimais, c'était de rencontrer des gens. Donc, ce lien-là de contact humain, si on est toujours en télétravail, ça vient qu'à manquer. Pour des personnes qui ne l'ont jamais vécu, ben c'est peut-être pas nécessairement, quelqu'un qui ont toujours été, travailleur autonome, travailler à la maison, des choses comme ça, peut-être moins important. Mais pour quelqu'un qui avait une vie professionnelle au bureau, puis une vie professionnelle en télétravail, bien, je pense que c'est important d'être capable de garder cette espèce d'équilibre-là, cet équilibre-là. Là, donc, un des avantages, comme je disais tantôt, c'est l'avantage de pouvoir faire du télétravail, améliorer sa qualité de vie là, en tant que tel, pas sortir, économie d'essence, économie de linge, économie de bouffe et tout ça. Là. Bon, tu voulais parler de taux d'inflation parce que le taux d'inflation, écoute, il est quasiment venu à zéro là, pendant la pandémie et là, il est reparti en... Après, et ça change pour les entreprises. Parce que si le taux d'inflation est élevé, on l'a vu avec certains conflits qu'on a vus à la télévision, là, entre autres les employés de l'État à Ottawa, on demande, et toutes les revendications sont dirigées vers l'augmentation de salaire parce que pour tout le monde, le panier d'épicerie coûte plus cher. Définitivement. Écoute, avant la pandémie, on parlait d'un taux d'inflation là, aux alentours de 2,4 %. Le Conseil du patronat estime que 2,5 % c'est une inflation normale. Donc, on peut s'attendre qu'à chaque année, le coût des denrées, des produits va augmenter aux alentours de 2 %, quelque chose comme ça. Quand on est arrivé à la crise, quand on est arrivé en pandémie, puis qu'il y a eu justement l'isolement total, bien là, écoute, plus d'essence, on sort plus du tout parce qu'on ne pouvait plus sortir. Donc, il n'y a plus d'achats spontanés, il n'y a plus d'achats dans des magasins, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que l'inflation a fait? Elle a baissé en bas. Elle a été négative, 0,04 % en plein cœur là, de la pandémie. Puis, quand on a ressorti, souviens-toi l'année passée, juin 2022, il commence à faire beau, on recommence à sortir, les vaccins, c'était pas passablement réglé. L'inflation a fait quoi? Le prix du pétrole a fait quoi? La guerre en Ukraine a fait quoi? Ça l'a fait augmenter 8,4 %, 8,1 % au Canada. Aujourd'hui, on parle d'une inflation... Et l'augmentation des taux d'intérêt, à partir de janvier, février 2022. Durant la pandémie, les taux d'intérêt étaient très bas. L'immobilier a fait quoi? Les prix des maisons ont augmenté de façon assez fulgurante. Pour être capable de le freiner, ça a été quoi? De venir taxer ceux qui avaient déjà des maisons, augmenter le taux d'intérêt pour être capable de justement venir freiner la flambée immobilière. Ça a fait un taux d'inflation de 8,1 %. Donc, le pétrole a augmenté, les taux d'intérêt ont augmenté, les salaires ont augmenté, les chèques que les gouvernements nous ont donnés ont contribué aussi à une flambée de l'inflation parce que là, l'inflation monte, mais le gouvernement nous donne de l'argent. Donc, on fait quoi? On dépense. Donc, ça a contribué à faire augmenter. Aujourd'hui, on parle d'une certaine stabilisation avec l'augmentation des taux d'intérêt. On parle au Canada de 4,3 %, au Québec 4,7 %. Donc là, on est vraiment là, sur une pente descendante là, en tant que telle. Mais par rapport, si on ramène ça, parce que là, on parle d'économie, mais si on ramène ça aux ressources humaines, quel effet ça a eu directement sur les ressources humaines? Les salaires. Comme on disait tantôt, tout a augmenté. Donc, ton salaire de 22, 23, 24, 25, 30 $ de l'heure, ça ne subvient plus à tes besoins de consommateurs. Donc, cogner à la porte, « Hey, boss, il faudrait revoir nos salaires. » Les conventions collectives qui étaient signées, qui n'ont pas été rouvertes durant la pandémie, aujourd'hui, ils demandent quoi? 10, 12, 15, 20 % d'augmentation. Ils demandent un réajustement. Le salaire minimum qui est passé au 1er mai de 14,25 à 15,25, il y a eu une augmentation de 7 %. Donc, ça a une incidence ça, sur tous les petits commerces qui payaient leurs employés au salaire minimum ou qui payent certains de leurs employés au salaire minimum. Donc, je te dirais, l'inflation a eu ce jeu-là. De quelle façon on est capable, ou on aurait pu venir contrer l'effet de l'inflation dans la dernière année ou dans les 2 dernières années. Donc, moi, je conseillais à mes clients d'être capable d'avoir une espèce de boni tampon. Là. Donc, donner un montant forfaitaire pour être capable de venir combler l'effet de l'inflation momentanément. Donc, pour être capable de voir ça va ressembler à quoi l'année prochaine.
l'inflation, est-ce qu'on va être encore à 8, 10, 8, 8 7, 8 ou bien ça va avoir diminué? Donc, d'être capable de venir donner un montant forfaitaire pour être capable de combler l'effet de la pandémie ou l'effet de l'inflation pendant une année. Puis si ça se maintient, on vient cristalliser ce montant-là en augmentation de salaire, puis après ça, on y va avec des augmentations un petit peu plus sobres en tant que telles. Mais on a vu... Mais peu importe que ce soit un montant forfaitaire ou un montant qu'on donne au taux horaire, peu importe, c'est l'employeur qui diminue sa marge bénéficiaire. Effectivement. Alors, ça affecte l'employeur. Le montant forfaitaire... On va prendre une vieille expression, on peut le prendre sur le vieux gagné. Donc, d'être capable de dire, je vais tenter de moins impacter mon coût de projet, mon coût de mon coût de production, pour être capable de venir contrer un effet, puis l'an prochain, on viendra voir, on viendra ajuster, tout dépendant d'où l'inflation est rendue. Puis ça a fonctionné pour certains. Donc, un boni forfaitaire pour la pandémie, puis après ça, au lieu de donner 8-10 d'augmentation de réajustement, il y a eu des augmentations un petit peu plus sobres, là, 3, 4 4,5 là, un petit peu plus représentatif de l'inflation, parce que le 8,1 est circonstanciel. Tu as eu une pandémie, tu as eu 2 ans là, de problématiques. Puis... Ça va être quoi l'impact au bout de certains temps, là? Parce que, bon, les gens ont pris l'habitude de télétravail et on l'a vu, c'était une revendication des employés de l'État. Ce qu'on n'entendait pas il y a 3 ans. Là, les syndicats arrivent avec ce nouveau phénomène-là parce que les employés l'apprécient, de rester à la maison. L'inflation, les taux d'intérêt, les salaires qui ont augmenté, le taux horaire, le salaire minimum qui a augmenté d'une pièce. Tu sais, 15 pièces, quand on parlait de... Dans le temps, on parlait de ça au gouvernement. Hey, 15 pièces, non, on n'a pas rendu là. Mais là, c'est 15 et 25. Oui, c'est 15 et 25. Ça ne baissera pas, Jean-François? Ça ne baissera pas, puis ça va continuer à augmenter. Ça ne recule jamais. Excusez-moi l'expression, mais je vais prendre une expression bien commune. Oui, mais la ballonne, elle va péter à un moment donné. On ne peut pas continuer. Tu sais, la livre de beurre, il y a 50 ans, coûtait 50 cents, mais les salaires étaient à 1 pièce, 2 pièces de l'heure. Mais là, ils sont à 15 et 25, la livre de beurre est à 8 pièces. Bien, écoute, je vais te donner... Tu sais, c'est toujours proportionnel. C'est proportionnel dans le milieu où on vit. Tu sais, ici, une maison moyenne est quoi, aux alentours de quoi, 500 000? 525 000 à peu près. À Vancouver, est de quoi, 1,3 million. Et les salaires minimums à Vancouver est probablement beaucoup plus élevé que celui du Québec. Donc, tu sais... Est-ce que tu penses qu'un jour, on va être capable de dire aux ressources humaines, mais là, la capacité de payer, parce qu'il faudra que ça arrête. C'est les ressources humaines... Parce qu'on crée de l'insatisfaction auprès des ressources humaines. Tu crées de l'insatisfaction. Il faut toujours rappeler qu'on parle des ressources humaines. Au niveau des salaires, c'est d'être capable de bien s'organiser, d'être capable de bien planifier. Tu sais, tu vas donner un salaire à un employé. Si cet employé-là te donne 65 de rendement, il va quand même te demander 100 de son salaire. Donc, les ressources humaines, ils sont là pour être capables de jouer sur l'efficacité, d'être capable de bien apprécier nos employés. Je te donne un salaire pour être capable de faire une tâche X, je t'apprécie sur cette tâche-là, puis tu me donnes tant de pourcentage, c'est un peu comme ça qu'on fait en sorte d'être capable de maintenir un certain équilibre entre la capacité de payer de l'entreprise dans sa structure salariale maximale, puis le rendement d'un employé. Parce que les deux vont de pair, là. On pourrait en parler longtemps, hein? Il y a encore nombre de questions à jaser. J'avais même pas tourné ma page. Oui, mais là, on se retrouve devant une page blanche, là. Non, OK, c'est beau. Mais bon nombre de questions j'aurais pu te poser encore, parce que c'est tellement un sujet où les gens discutent. Le salaire. Hein, le salaire, c'est nerf de la guerre. Bon, c'est le revenu. C'est ce qui te permet de bien vivre, de pouvoir te gâter, puis de profiter de la vie. On travaille pour ça. Hein. Un employé heureux, le salaire va arriver vers le 8e, 9e élément, mais aujourd'hui, avec la situation qu'on a vécue, ça arrive dans le 1er, 2e. Là. Donc... Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup. J'aime bien ça. C'est un bon sujet dont il faut parler parce qu'il fait partie du quotidien de l'entreprise. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-François. Ça m'a fait plaisir. Jean-François Pelletier, qui est directeur principal gestion des ressources humaines chez le groupe Mallette, 288 57 77 pour directeur principal gestion stratégique des ressources humaines. Voilà le bon titre chez groupe Mallette, 288 57 77 pour rejoindre Jean-François sur l'équipe. Voilà, c'est complète. Merci, Jean-François. Merci.
Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.